Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Tête à Tête. Je suis accompagnée de Macha Join-Lambert. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison à Barberaz. Alors, vous étiez permanente à ATD Quart-Monde et vous étiez aussi d'origine allemande. Comment en êtes-vous venue à venir en France et vous engager pour cette association ? Vous savez, j'ai presque 75 ans, donc la vie est un grand bouquet fait de roses, mais aussi de fruits amers, de fruits qui piquent. Donc on va essayer de choisir quelques tiges de ce grand bouquet-là ce matin. Et je suis venue en France, pas du tout, je crois, de manière anodine. Je suis d'une génération donc née tout de suite après la guerre. Et découvrir que si j'étais née 2 ou 3 années plus tôt, et si le hasard de la vie aurait fait que je sois une petite fille juive, je n'aurais pas eu le droit de vivre. Ça est une découverte terrifiante quand vous êtes un enfant. Et je dis cela pour moi, je pourrais le dire pour beaucoup de mes amis de ma même génération. C'est quand même une impression, une imprimante forte pour grandir. Après de venir en France, parce que j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Sciences Po à Paris, donc l'Institut d'études politiques, et de découvrir que d'autres regardaient l'histoire de mon pays autrement. C'est une prochaine étape, une grande étape nécessaire d'élargissement et d'aide aussi à se dépasser sa propre petite histoire. Et puis, un jour, d'arriver à la rencontre de volontaires et du père Joseph Rezinski avec ATD Quart-Monde, était essentiellement la découverte d'être accepté, puisque le principe, la valeur qui porte tous ces gens était la valeur de dire tout homme a une dignité inaliénable. Donc c'est vrai pour tous ceux qui sont fracassés par l'injustice et la misère, mais c'est vrai pour tout un chacun. Donc chacun est accepté. Et ça, c'était un grand moment de libération. C'est ce qui vous a motivé à cet âge, justement. Vous êtes engagée, je crois, à 23 ans dans cette association. C'est quand même aussi de fortifier ce sentiment, ce besoin de s'engager pour la justice. Et je n'oublierai jamais, dans l'escalier du local d'ATD Quart-Monde, il y avait un grand panneau d'un monsieur, une photo d'un monsieur qui portait un matelas. Et c'était une photo prise lors de la destruction d'un des bidonvilles à Paris. Je crois le bidonville des Franconville, près de Paris, dans la zone à l'époque. Et de dire, mais cet homme, il porte, ou ses enfants, de quoi sauver la nuit et le calme et une certaine sérénité de sa famille, de ses enfants. Et de se dire, mais oui, toi, tu as toujours eu de toute ta vie, jusqu'ici, un lit tous les soirs. Et il y a des gens qui n'ont pas de lit ou qui doivent vraiment se battre pour que leur famille, le soir, puisse se coucher. Ça vous met aux choses essentielles de la vie. Et puis donc, quand à côté de vous, vous trouvez des gens qui s'engagent pour cela, oui, vous trouvez une place et une trajectoire pour ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ATD Quart-Monde, à l'époque ? Une possibilité de s'engager pour la justice et une possibilité de fidélité. Il n'y a pas d'idéal qui ne soit pas incarné. Parce que au bout d'un an, puis il y a des moments d'euphorie, mais il y a des moments difficiles. Puis il y a des moments où vous vous dites, bon, mais je ne vais pas gagner d'argent, j'aurai une retraite minuscule, etc. Mais vous êtes porté quand même par la fidélité, et donc ça vous rend, vous dites donc, je rempile une année, parce que l'autre, à côté de moi, il vit dans une cité où il n'y a pas moyen de dormir la nuit. Il vit l'autre, il vit dans un quartier où les familles sont dans un habitat qui est tellement exigu que forcément on devient violent et les enfants et tout le monde en trinque. Et donc on bâtit ensemble pour donner à cette population une voix et une existence et offrir notre amitié. Concrètement, quelles actions vous avez menées à travers cette association ?
Pas grand-chose, hein. Mais enfin bon, C'est quand même. nous avons été appelés à travailler plusieurs années en Alsace et c'est là où j'ai eu la grande chance de connaître vraiment des familles, des mamans qui avaient 12 enfants, qui vivaient au 4e étage sans escalier, sans ascenseur. Donc c'est là sans même quand même que j'ai appris une estime mais indicible pour ces mères de famille qui portent leur famille entière et qui tiennent le coup jusqu'au bout parce que quand vous avez des enfants, vous tenez le coup forcément et même si vous devez porter votre mari aussi parce qu'il est tellement humilié de ne pas avoir pu apprendre un métier vraiment plein et donc il est toujours dans des travaux humiliants ou trop durs, où ils ont des accidents de travail. Donc le marché du travail, la vie au travail fracasse les hommes, fracassait les hommes. Et c'était vrai pour toute la classe ouvrière, c'était vrai pour ceux qui avaient pas de statut et pas de défense. Donc ces femmes, ces mères de famille, à l'époque donc en Alsace, ça m'a complètement transformée. Et c'est aussi vrai évidemment des familles alsaciennes et aussi des familles qui arrivaient du Maghreb. Et alors où les hommes avaient, pour autant qu'ils travaillaient chez Peugeot, avaient des statuts plus protégés, mais étaient quand même des hommes qui avaient la vie dure. Et donc ces femmes et ces familles-là, j'ai appris à leur tirer mon chapeau. Et donc j'ai travaillé avec des jeunes parce que moi j'avais eu beaucoup de chance quand j'étais jeune et j'avais eu des adultes qui m'avaient tendu la main. Et donc ça pour toujours, je crois, toute ma vie, je me dis, mais les jeunes ont le droit d'avoir quelqu'un qui leur tende la main. Et leur tende la main, d'aller plus loin que leur quartier, de voir qu'ils sont citoyens du monde et qu'ils ont droit au monde et qu'ils ont droit à avoir une ambition et à avoir des rêves. Et donc, on a voyagé et dans le mouvement ATD Carmonde, un groupe de jeunes, tout un mouvement, une dynamique de jeunes s'est développée. Donc voilà, on a participé beaucoup à tout ça. Justement, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces jeunes que vous avez accompagnés? Est-ce que vous avez gardé contact avec eux? Avec certains, avec d'autres malheureusement non, mais avec certains, oui, j'ai pu. Par exemple, la Russie, il y a un jeune Sergueï qui m'a refait venir une fois qu'il était marié, montrer la chambre qu'il avait. Donc chaque famille a une chambre, c'est déjà beaucoup dans ces appartements partagés, qui a pu trouver un travail et faire sa vie. Je revois une jeune qu'on avait accueillie après en Allemagne dans un service volontaire qui venait du Baïkal, donc d'Itskourk, qui après reparti, qui était très accompagnée quand même chez elle et donc a pu faire des études de théologie à Saint-Pétersbourg, etc. Il y a certains, donc oui, nous avons pu suivre, pas tous. Et c'est vrai que pour chaque jeune dont je ne suis pas l'histoire, ça reste un point d'interrogation et un souhait quand même permanent. On ne s'oublie pas. On n'oublie jamais un jeune qu'on a accompagné pendant un temps. Alors, il y en a d'autres, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, qui ont passé des années de service volontaire avec nous, donc, avec lesquels nous gardons lien. Et je suis heureuse aussi de pouvoir dire, oui, ils sont devenus des Européens qui ont pris dans leur pays l'avenir aussi en main à leur place. Vous avez rencontré beaucoup de personnes en l'espace de 50 ans. Est-ce qu'il y a peut-être une belle histoire à raconter parmi toutes celles-ci? Dans le mouvement ATD Carmonde, il y a beaucoup de très belles histoires de jeunes qui ont pu quitter leur milieu, mais en fierté de leur milieu, non pas en reniant leur métier, mais leur milieu, mais en disant mes parents et mes grands-parents, ils ont connu la misère, mais ils ont fait face surtout à la misère, et donc là-dessus, moi je peux avancer, et qui sont devenus eux-mêmes des permanents et des gens qui portent des responsabilités à ATD Carmonde. Ça, ce sont de très belles histoires. Mais malheureusement, il y a aussi des histoires où on a vu je me souviens d'un jeune, Martin, qui était chez nous en Allemagne, et puis pendant les chantiers, il animait des pièces de théâtre. Donc enfin, on avait fait venir des gens de théâtre pour monter des spectacles avec tous ces jeunes qui venaient là de plusieurs pays. Et donc des professionnels. Et ce Martin, il était fantastique. Il avait tellement intériorisé ce qu'on voulait faire. Il menait toute cette troupe. Il avait des possibilités formidables. Mais il y a
pas eu moyen après d'enclencher une formation, qu'il aille au bout d'une formation dans ce domaine, puis il a cherché à se lancer dans l'informatique. Il n'a pas pu non plus aller au bout d'une formation. Alors les jeunes, quand ils se lancent, ils font des dettes. Quand ils sont trop fragiles, ils font trop de dettes. Donc ils ont des retombées judiciaires qui les cassent. Je veux dire, on a quand même malheureusement aussi vu où on n'a pas pu tenir la digue. Et je ne sais pas après voilà ce qu'il est devenu. Alors bien sûr, il y a je sais qu'en Allemagne il y a des filets de sécurité, mais quand même ça me révolte quand les jeunes ne peuvent pas aller au bout de leur potentiel, qui est formidable. Ayez de l'ambiance pour vos plus jeunes, engagez-vous, poussez, essayez d'avoir 1 ou 2 jeunes que vous pouvez accompagner. Renseignez-vous à la mission locale des jeunes. Qui est-ce qui a besoin d'un coup de main, d'un accompagnement? Les jeunes ont besoin d'amis, ont besoin de référents. La pauvreté d'hier, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui? Comment elle a évolué au cours de ces années? Bien sûr, une famille aujourd'hui, elle va avoir la télévision, elle va avoir des portables, elle va soi-disant être liée au monde entier. Mais une jeune famille aujourd'hui, elle est face à des exigences beaucoup plus grandes en matière de parentalité. Donc très vite, les jeunes parents, sous un prétexte de grande liberté et de numérisation de la vie, etc., sont quand même très seuls, et quand quelque chose va mal, très jugés. Donc le poids psychologique est devenu très fort. Et les gens sont plus isolés. Ils ne savent plus vers qui se tourner finalement. Oui. Mais les travailleurs sociaux vous diront la même chose. Ils veulent être proches, très proches des familles. Le travail social aussi a beaucoup avancé. Mais le face-à-face, quand même, entre ce qu'on appelle le travail social et puis ce qu'on appelle les usagers, donc les jeunes familles, il reste problématique. Et c'est toute la difficulté des avancées des droits de l'homme. J'ai eu la chance de travailler longtemps avec les instances du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est le Conseil de l'Europe à Strasbourg, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Là où est la cheville ouvrière des droits de l'homme, au-delà de toutes les lettres qui peuvent avancer, la cheville ouvrière, c'est l'application. Et l'application, c'est ce qu'on appelle un contrôle des normes. Donc ça, c'est chaque État doit rendre des rapports. Mais il ne suffit pas de dire mon État a telle norme, et même de dire il a telle statistique qui peut montrer. Il faut que sur le terrain, on contrôle, où on peut mesurer comment les choses évoluent parmi les acteurs. Et c'est là où on se rend compte que le meilleur esprit des lois, la meilleure lettre des lois, la meilleure norme ne peut rien quand les préjugés sont lourds, quand la rencontre ne se fait pas et que l'incompréhension reste entière. Si vous vous retrouvez avec des expertises psychiatriques qui vous expliquent que les gens sont idiots ou incapables, le verdict est là. Et de l'autre côté, il n'y a pas la possibilité de se faire valoir. Si on devait faire un peu le bilan de toutes ces années d'engagement, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Que j'ai eu une chance folle de rencontrer des personnes extraordinaires comme le Père Joseph Frzezinski, comme Geneviève de Gaulle, et de tous ceux qu'ils ont su mobiliser autour d'eux, que le monde est plein de gens formidables, mais qu'il faut, à tous ces gens formidables, il faut encourager l'engagement, les aider à le porter, les rendre libres du fric d'abord, et je veux dire, de dire aussi, on peut vivre avec moins, mais on peut partager. Le partage est une valeur, une énergie sociale insoupçonnée. Eh bien, merci beaucoup, Masha, de nous avoir accordé quelques minutes pour cette interview. À très bientôt pour un nouvel épisode dans Tête à Tête. Je vous retrouve très vite sur 8 Mont Blanc.